va maintenant un petit peu demander vos réactions. Alors, qui est-ce qui va être le premier ou la première à intervenir, sachant que des choses importantes ont été dites et avec beaucoup de finesse, de subtilité. Nelly. Moi, je veux bien répondre sur l'alternative de l'adoption. Moi, quand j'ai démarré, je dirais, mon exercice, c'était une option qui était systématiquement évoquée lorsque les tentatives de FIV ne marchaient pas. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution et des difficultés que les couples rencontrent à adopter, parce qu'il faut quand même dire quelque chose, il n'y a pas d'adoption en France, quoi. Enfin bon, et quand les filons, les filons ou les filières honnêtes, hein, à l'étranger, je crois que c'est devenu aussi très très compliqué. C'est une option dont on ne parle plus. Si vous voulez, moi, je me revois en consultation expliquer que quand on veut devenir parent, il y a plusieurs moyens, qu'il y a il y a comme ça, il y a comme ça, mais que aussi on peut devenir père et mère en ayant adopté un enfant. Mais le problème, c'est que maintenant, on ne le dit plus, on ne l'apprend même pas à nos élèves, parce que les couples, ils ont envie de nous hurler dessus si on leur parle de l'adoption. Ça ne marche pas, il n'y a pas. Alors j'aimerais quand même qu'on ne passe pas à côté d'une question qui a été traçante, à mon avis, qui est importante. Oui, que ce soit Catherine qui l'a évoqué et plusieurs des intervenantes ont évoqué cette technologie, d'une certaine manière, cette instrumentalisation de la vie, à des fins dont on peut s'interroger si elles sont pertinentes ou pas. On parle même dans la discipline d'acharnement procréatif. On a l'impression que derrière la notion de libéralisation à tout crin, on creuse aussi une critique sociale de ce qu'est le bien, par exemple. Est-ce que cette médicalisation est quelquefois un peu extrémiste, en tous les cas elle peut apparaître à certains extrémistes de la vie et de la mort aussi, d'une certaine façon, puisque c'est pas uniquement la médicalisation de la naissance, c'est tout le cycle de la vie jusqu'à la mort. Est-ce que c'est quelque chose qui pose ou pas question pour le médecin que tu es ? Alors moi, pour la vie, en tout cas, je peux répondre. Après, pour la mort, c'est autre chose. Il y a une augmentation de l'infertilité et d'une demande de gérer, de répondre à cette infertilité. Il y a des gens qui ont un projet parental. Ce sont des couples qui ont un désir d'enfant. Il y a une souffrance qui est liée au fait de l'infertilité. Et je pense que c'est facile de dire, quand on a déjà ces 2 enfants, qu'on a réussi à faire à 30 ans, et que la vie va bien, et que les enfants sont en bonne santé, de dire « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que toutes ces fives qu'on fait ?» Mais ce sont des couples, ils préféreraient faire leurs enfants eux-mêmes, sans avoir besoin de nous. Si vous croyez que ça leur plaît de venir faire des fécondations in vitro, ce n'est pas le cas. Alors je me permets une dernière question avant de donner la parole à nos 2 parlementaires. On nous a parlé d'infertilité sociale. La loi de 94, c'était une infertilité physiologique, biologique. Médicalement diagnostiquée. Est-ce qu'on est encore dans la médecine quand on apporte une réponse médicale à une question qui, a priori, est plus d'ordre de choix de société, de choix individuel, que de stérilité sociale, de stérilité naturelle. Est-ce que c'est une question que tu te poses, par exemple ? On a mis hyper longtemps à démontrer qu'on n'était pas dans une activité médicale de confort, mais que l'infertilité était une maladie qui a été reconnue par l'Organisation mondiale de la santé. Alors, c'est sûr que l'ouverture au sociétal vient complexifier les choses, et il ne faudrait pas qu'il y ait d'amalgame. Il y a des couples qui sont infertiles, qui en souffrent, et après il va y avoir une autre indication et qui sera différente. D'accord. Soit. Alors, oui, ce que je voudrais ajouter, c'est que la France, par rapport aux autres pays également développés, est un des pays qui a le moins d'évolution extensive vers la technicisation et la médicalisation, beaucoup moins que les autres pays, et on a pu résister, du coup, beaucoup mieux en France contre des dérives commerciales pour toutes ces questions-là. Donc on ne peut pas dire que la France est suspecte d'avoir évolué vers trop de médicalisation. Au contraire, elle a été d'une prudence extrême. Et puis la médicalisation, elle n'est pas toujours mauvaise, parce que, ayant la nostalgie des paradis perdus, je veux bien, mais enfin, il y a 2 siècles, la longévité moyenne était de 35 ans. Il y a 2 siècles, la probabilité d'un enfant à la naissance d'atteindre l'âge adulte était de moins de 50%. Plus de la moitié des enfants mouraient
avant d'atteindre l'âge adulte. La probabilité d'une femme de mourir en couche était élevée. Donc je pense que les progrès qui ont été apportés, qui ont fait disparaître la mortalité en couche pratiquement, qui ont fait beaucoup réduire la mortalité infantile, puisque maintenant c'est moins de 1%, quand hier c'était plus de 50%. Le résultat est que les femmes ne sont plus amenées maintenant à avoir 12 grossesses pendant leur vie. Elles peuvent, elles aussi, avoir un épanouissement. Et l'intérêt supérieur de l'enfant, qui a été beaucoup évoqué, est beaucoup mieux pris en compte grâce à la médicalisation maîtrisée, contrôlée, sans abus. Mais personne ne veut revenir en arrière. Donc de la même façon, je pense que pour la procréation, une médicalisation encadrée, raisonnable, n'est pas néfaste et au contraire apporte des bénéfices. Je veux aussi indiquer qu'il est tout à fait respectable, et je dirais même très bien, que chacun d'entre nous conduise sa vie et sa capacité de procréer selon ses critères moraux. Mais depuis 1945, en France, il n'y a plus un ordre moral. Ça n'existe plus depuis 1945. Donc il y a des visions morales que chacun a adaptées à sa philosophie. C'est important de les respecter, mais personne n'impose aux autres sa propre vision. Si bien qu'il est tout à fait bien et raisonnable que nous respections les visions, y compris les plus traditionnalistes. Il est non moins respectable que les visions traditionnalistes respectent les visions peut-être un peu plus progressistes. Et je pense que c'est ce à quoi nous sommes conduits. Je crois tout à fait naturel et bénéfique qu'il y ait des gens qui manifestent pour indiquer leur désapprobation, leur point de vue différent. Moi, je le souhaite, ça, je l'encourage. Par contre, une chose qui me choque, c'est que les parents qui manifestent emmènent leurs enfants avec eux. C'est très choquant, ça, qu'on emmène des enfants non encore pubères manifester contre les PMA pour couples de femmes homosexuelles, alors qu'on ne sait pas quelle va être l'orientation sexuelle de ces enfants quand ils atteindront l'âge de la puberté. Parmi ces enfants, 10% peut-être n'auront pas l'orientation sexuelle que leurs parents leur souhaitent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont être obligés de se suicider, d'aller au refuge, d'être abandonnés? Non mais que vont faire, madame, que vont faire les enfants qui se découvrent homosexuels à la puberté? Parce que c'est pas quelque chose qui se choisit, ça. C'est pas quelque chose qui se choisit. Quand on devient adolescent, on peut être attiré par des gens du sexe opposé, c'est la majorité, ou par des gens de son propre sexe. Si on a été emmené pendant toute son enfance à militer contre... Eh non, c'est le sujet. Alors disons, madame, que nous respectons les uns les autres nos différences d'opinion, et donc que là-dedans, on laisse chacun se positionner et qu'on n'entraîne pas les enfants à devoir adopter un point de vue qui leur est imposé, mais qu'ils puissent s'épanouir par eux-mêmes vers la voie qui leur convient. Attendez, juste, on va vous redonner la parole, mais il y avait plusieurs questions de fond. Il y a plusieurs questions de fond qui ont été abordées. Il y a Jean-François Eliaou qui veut réagir. Jean-François. Oui, le mensonge d'État n'existe pas, madame. Donc, d'abord, je voudrais dire un certain nombre de choses qui m'ont un peu choqué. Le parlementaire, et j'ai vraiment une grande opinion de ce qu'est un parlementaire, puisque j'étais, il y a 2 ans et demi, je n'étais pas élu. Donc, le parlementaire ne fait pas la morale, madame. Il ne fait pas la morale. Nous ne sommes pas là pour faire la morale. Nous sommes là très modestement, et à plusieurs, on est 577, à essayer de faire la loi. Et pour la loi de bioéthique, j'ai exprimé mon humilité, ma modestie par rapport aux décisions que nous avons collectivement prises en première lecture à l'Assemblée nationale. Il ne s'agit pas d'un mensonge d'État. Il y a eu un travail qui a été fait de façon considérable aussi bien par le gouvernement que par les députés pour l'instant, puisque nous avons la séparation des pouvoirs, pour aboutir à un travail considérable en audition, en commission et dans l'hémicycle pour définir ce que pouvait être la filiation dans les cas, justement, où on parlait de PMA pour les femmes seules et pour les femmes en couple lesbien. Nous avons passé des heures là-dessus, et ce n'est pas terminé d'ailleurs. Donc, mensonge d'État, brandir des espèces de menaces comme ça, 600 000 personnes dans la rue,
Moi, je peux vous opposer, et je ne voulais pas le faire, mais on peut s'opposer à des chiffres particuliers, on peut s'opposer également à ce qu'a dit tout à l'heure M. Hirsch, lorsqu'il a parlé du sondage de Doxa, je ne sais pas combien de pourcentage. Donc voilà, on va s'envoyer des chiffres à la figure. Je ne pense pas que ce soit l'idée. Et je pense que le débat que l'on mène ce soir est un débat digne, avec évidemment des positions qui ne sont pas identiques, et ça c'est très bien, c'est la démocratie. Mais balancer la démocratie avec, quelque part, balancer la démocratie avec des phrases toutes faites me semble indigne, je le dis tout de suite. Voilà. Alors ensuite, pour ce qui concerne la médicalisation, bien entendu, et je réponds à ma collègue à gauche, bien entendu qu'on y réfléchit, bien entendu. Et puis, il y a un deuxième cas, mais je crois que les personnes qui ont parlé avant moi l'ont exprimé. Il ne s'agit pas de médicaliser, il s'agit d'offrir la possibilité autorisée en France, ce qui n'est pas le cas de la GPA, autorisée en France de pouvoir, pour certaines femmes qui ont vraiment un projet parental, d'avoir cette capacité. Mais on peut également, et ça a été un des efforts que l'on a fait, et on a beaucoup insisté là-dessus, on peut parler également de la même façon pour la congélation des ovocytes. Parce qu'on peut très bien se dire que c'est peut-être quelque part un recul de la société que de dire à une femme, parce qu'elle a une profession, parce qu'elle a une carrière professionnelle, écoute ma cocotte, tu n'as qu'à congeler tes ovocytes et puis tu feras ton bébé beaucoup plus tard parce que là, on a besoin de toi voilà, dans tel ou tel... Alors, première chose, on a bien écrit dans la loi que ça ne devait pas être pris en charge par des sociétés, par des intérêts privés, première chose. Et deuxièmement, on a contrebalancé, et tout est un problème d'équilibre, on a contrebalancé quelque part cette hypermédicalisation, et je suis dans cette ligne-là, en disant, et ça a été un amendement qui a été voté sur tous les bancs, qu'il fallait absolument insister sur la formation des jeunes, la formation des filles, la formation des garçons, sur comment se passe la physiologie de la reproduction chez l'homme et chez la femme. Parce que on ne le sait pas. Parce que le dire, et c'est pour ça qu'on a mis une limite d'âge, il n'est pas question, par exemple, qu'une petite fille une jeune fille de 18 ans arrive et dise « Voilà, je veux congeler mes ovocytes et puis je m'en servirai à 40 ans. » Non. Il est important de prendre en compte cette capacité, cette possibilité qui est offerte, un, par l'avancée scientifique, mais deux, surtout par la loi, et j'insiste là-dessus, mais pas de l'utiliser largamanu. Il ne faut pas tomber dans l'autonomie de la femme qui est capable de tout contrôler depuis le départ jusqu'à la fin. Je crois que c'est très important. Et la formation est un point sur lequel nous insistons énormément. Oui, alors, juste un élément sur la question du mensonge d'État, parce que en fait, la filiation en France est une procédure sociale, c'est-à-dire le père va déclarer qu'il est père et on ne fait pas un test génétique, alors qu'on est capable de le faire pour vérifier que c'est bien lui le père biologique. Hein. Donc on est bien d'accord qu'il y a plein de familles dans lesquelles tout le monde sait que le père n'est pas le père, et tout le monde fait comme si le père était le père, et on ne parle pas de mensonge d'État, on parle juste de fait social, oui, la parenté, la paternité, parfois la maternité, c'est plus compliqué donc c'est plus rare, mais ça arrive, est un fait social. Et donc la reconnaissance par la société, ce n'est pas quelque chose qui est dicté biologiquement. Et là j'insiste parce que finalement cette loi elle va dans des sens un peu contradictoires, hein. C'est à la fois une ouverture et une reconnaissance, et on va plus loin dans cette acceptation d'une parenté avant tout sociale, et c'est pas parce qu'elle est sociale qu'elle n'a pas de valeur, elle a la même valeur. On ne fait pas de différenciation dans le français entre la paternité, on ne fait pas de test génétique, ça veut dire qu'on ne fait pas de différenciation que vous soyez le père biologique ou que vous ne soyez pas le père biologique, vous êtes le père de la même façon. Voilà, et ça c'est quelque chose de fondamental. Mais en parallèle, cette loi renforce quand même, et ça c'est aussi une préoccupation de l'époque, avec notamment ces tests génétiques, mais je vais arrêter de parler que de ça, cette possibilité d'avoir un enfant qui va être biologiquement lié à nous-mêmes. Donc il y a à la fois ce renforcement par une série de procédures qui sont dans la loi de l'identité et de la filiation par la biologie, en même temps
qu'on prend un acte fort en reconnaissant que cette filiation est avant tout sociale. Et moi, je pense que cette articulation et le fait que cette revendication dans le droit français d'une filiation avant tout sociale, elle est fondamentale dans nos sociétés. Alors, les sociétés évoluent, voilà, et donc on prend acte aujourd'hui qu'on est en mesure de reconnaître encore plus pleinement cette dimension sociale de la filiation. La seconde chose que je voulais dire, c'est sur les imaginaires. Parce que vous disiez, madame, les jeunes sont contents de pouvoir penser qu'ils vont avoir des enfants, quel que soit le mode de vie qui sera le leur. Évidemment que c'est une bonne nouvelle. La question, c'est quels imaginaires, non ? Encore une fois, je reviens à ça. Dans quel monde voulons-vous nous vivre ? Quels imaginaires on construit dans ces lois ? Et la question de savoir jusqu'où on va, est-ce qu'on est en retard ? Est-ce que quand on commence à aller dans une direction, il faut forcément aller plus loin ? Cette question, il faut se la poser. La question de la médicalisation, évidemment que je ne reviendrai pas sur les progrès que la médecine peut permettre. Et pour autant, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se poser les questions, un moment en tant que société, sur jusqu'où on veut aller dans le rapport à la médecine ? Aujourd'hui, on en est à beaucoup parler d'enjeux de décroissance, enfin d'enjeux de changement climatique, d'investissement. Quel est notre rapport aux technologies ? Comment on pense nos développements en tant que société par rapport aux technologies ? Et la médecine aujourd'hui est une pratique extrêmement technologisée, la recherche scientifique de plus en plus aussi. Donc c'est pour moi des questions fondamentales. Quels sont les imaginaires ? Et de se dire qu'on s'interroge sur les imaginaires, comment les jeunes vont penser leur procréation demain, quand on sait que aujourd'hui il peut paraître inacceptable de ne pas pouvoir faire un enfant avec les paillettes, comme vous nous disiez, qui sont pourtant là. Effectivement, ça paraît impensable, mais ça paraît d'autant plus impensable qu'on a cette habitude d'avoir recours beaucoup dans nos imaginaires à la procréation médicalement assistée. Donc on voit bien aussi que les choses inacceptables sont liées aux imaginaires et aux pratiques qui sont autour de nous. Et pourquoi ne pas réfléchir aussi à ça sans être... Enfin, je vous regarde parce que c'est en face de moi, mais c'est... sans réfléchir de façon plus large, encore une fois, quel monde voulons-nous vivre, dans quel monde voulons-nous vivre demain ? Voilà, je pense que ces questions sont fondamentales. Ce qui était intéressant et qui mettra au débat, on l'aura peut-être un jour avec Jean-François Eliaou, quand il disait, comme parlementaire, j'ai pas à faire la morale. On fait la norme aussi. C'est-à-dire, vous voyez, à travers... Oui, non, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'à un moment donné, dans un contexte un peu anomique, où on ne sait plus quelles sont nos références, on se tourne vers la loi, c'est l'air de rien, et on voit dans le sondage que déjà des gens ont évolué dans leur position, parce que le législateur, soi-disant qui ne fait pas de morale, a incarné à travers son arbitrage un certain nombre de valeurs, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc c'est quelquefois à discuter. Peut-être que vous faites de l'éthique et pas de la morale, mais en tous les cas, vous faites bien quelque chose de ce point de vue-là.